On avait oublié que la faim peut jeter des hommes et des femmes au devant des matraques et des fusils. L'année 2007 nous l'a rappelé. À Mexico, à Dakar, au Honduras, en Haïti, dans la plupart des pays du Sud, les émeutes se sont succédées. Il faut dire qu'en 2 ans, le blé, le maïs, le riz, le soja ont vu leur cours doubler, voire tripler. Alors que la demande en céréales augmentait, l'offre diminuait. Les cours montaient, les prix flambaient et les stocks mondiaux ne cessaient de baisser. Dans de nombreux pays, la différence, c'est je mangeais, je ne mange plus. Regardez, la galette de maïs au Mexique. Le Mexique importe le tiers de son maïs. Et eux, c'est vraiment ce qu'ils mangent. Monsieur Bush a dit, je passe au plan B. J'arrive pas finalement à avoir probablement la dernière goutte de pétrole. Je mets du maïs dans mon moteur. Au lieu d'exporter mon maïs, je le brûle dans mon moteur pour faire de l'éthanol. C'est à peu près 3% de l'essence aux États-Unis. Eh bien, effet immédiat, le prix de la galette de maïs au Mexique a augmenté de 50%. Les premières émeutes ont commencé au début de 2007 avec ce que l'on a appelé la crise de la tortilla. Cette galette de maïs qui est la nourriture mexicaine de base et dont le prix est devenu tout d'un coup insupportable pour l'homme de la rue. Mais ailleurs, dans le monde, le cours des autres matières premières agricoles s'est lui aussi emballé, entraînant d'autres flambées de colère. En juin 2008, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a convoqué dans l'urgence un sommet international sur la sécurité alimentaire. En marge des débats, une vive contestation a pointé du doigt les facteurs responsables de l'aggravation de la situation, au premier rang desquels la politique de subvention agricole des pays riches, qui ruine les agriculteurs des pays pauvres, et les programmes de production des agrocarburants. Nous sommes vraiment consternés, je dirais même écœurés, de voir que la crise alimentaire sert de prétexte pour poursuivre les politiques qui ont mené à cette crise. Il y a aussi de nouveaux mécanismes, comme les marchés des agrocarburants et des nouveaux organismes génétiquement modifiés qui aggravent le problème, en poussant les petits fermiers à s'endetter et en leur volant leurs ressources, notamment la terre et l'eau. Si on persiste dans ce modèle agro-industriel, ce sera la fin du monde, pas seulement pour les gens qui meurent déjà, mais pour tout le monde. Un Européen mange à peu près l'équivalent de 80 kg de viande par an, un Américain du Nord 120, un Indien 2 ou 3. Combien mange un de ces Somaliens qui court devant un pick-up de la police dans les rues de Mogadiscio? Ce qui se profile aujourd'hui, c'est simplement la perspective de ce qu'il faut bien appeler un crash alimentaire. Les solutions qui ont permis de nourrir beaucoup plus de gens au XXe siècle ne marchent plus au XXIe siècle. On a fait grosso modo les choses les plus faciles, on a produit plus, mais avec plus. Beaucoup plus de terre, beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de chimie. Et justement, tous ces plus qui marchaient au XXe siècle, ils ne marchent plus au XXIe siècle. Et donc, on est au bout d'un modèle, et il y a encore 3 milliards d'habitants à accueillir de plus. Et les choses sont très simples. Dans les 8 dernières années, il y a eu 7 années déficitaires en céréales dans le monde. Donc nous avions des réserves. Grosso modo, comme on avait très peur de manquer, on tournait sur la planète à peu près 6 mois de réserve sous le coude chaque année. Maintenant, les réserves de céréales sont au plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. 45 jours de réserve seulement en 2007. Un record depuis 30 ans. Il faut savoir que dès que le niveau de réserve des stocks mondiaux de céréales passe au-dessous de 60 jours, les prix commencent à monter automatiquement, par l'effet d'une loi qui n'est pas une loi naturelle, mais qui est celle des places financières de l'agroalimentaire mondial, et notamment de la bourse de Chicago. Plusieurs facteurs ont contribué à la hausse des prix céréaliers à laquelle on assiste depuis environ 1 an.
Premièrement, le climat. Il y a eu des problèmes de météo partout dans le monde. Par exemple, en Australie, depuis 2 ans, la production de blé a été réduite de moitié. Partout dans le monde, il y a eu des dérèglements du temps et ça a fait grimper les prix. Un autre facteur a été la hausse extrême des prix énergétiques, surtout le pétrole brut. Et quand le pétrole brut augmente, la demande en éthanol à base de maïs et en biodiesel à base de soja augmente. Alors ça a fait grimper les prix. Un autre facteur est l'augmentation de la demande spéculative. De plus en plus de spéculateurs sont entrés dans le marché céréalier. Ils sont entrés dans tous les marchés des matières premières et ça aussi, ça a fait grimper les prix. La crainte de ne plus pouvoir acheter entraîne des réflexes protectionnistes du côté des gouvernements. Les pays normalement exportateurs retiennent leurs stocks, soit dans une logique purement spéculative, soit pour prévenir ou limiter la hausse des prix à l'intérieur de leurs frontières. C'est une manifestation entièrement nouvelle de l'insécurité alimentaire grandissante dans le monde. Je vois tout ça comme une politique émergente de la rareté alimentaire. Et ce qui m'inquiète, c'est la possibilité que les pays importateurs les plus capables, c'est-à-dire les plus riches ou les plus influents, accaparent la production mondiale céréalière disponible, jusqu'à ce que le marché libre ne permette plus aux autres pays de s'approvisionner en céréales. Les laissés pour compte de la crise, ce sont bien sûr les pays du Sud. Ceux qui non seulement reçoivent de plein fouet les hausses des produits agricoles qu'ils doivent importer, mais qui sont frappés en priorité par les conséquences du réchauffement climatique. En Afrique, 1 degré Celsius en plus, c'est 10% de récolte céréalière en moins. En Haïti, on importe pratiquement toutes les céréales. La dernière chose qu'ils produisaient, c'était des bananes. Il y a eu un cyclone qui est passé aussi en Martinique. Mais en Martinique, on y arrive quand même. Et c'est plus qu'il n'y a pas de bananes, c'est qu'il n'y a plus de bananiers. Et donc, en Haïti, ils en sont à donner à manger à leurs enfants des galettes de boue pour tromper la faim. Et dans toute l'Afrique, c'est absolument dramatique. Les pays qui n'ont pas de pétrole et pas de blé ou de maïs ne peuvent plus importer. Nous avons en train de manifester parce que nous avons faim. On a besoin de manger, de travailler. On a faim, c'est tout, on a faim. L'essentiel des pauvres, c'est clair, se situe plutôt quand même dans les pays du Sud. Pour les 2/3, on l'oublie un peu, ce sont des agriculteurs qui, faute d'être compétitifs avec les céréales importées de nos pays, ne parviennent pas à dégager une rémunération suffisante pour s'équiper, produire davantage, dégager des revenus et manger de quoi, enfin suffisamment. L'Afrique subsaharienne est une des grandes victimes de l'emballement du marché mondial des céréales. Et les dérèglements climatiques ont encore fragilisé son agriculture. À elle seule, cette région du monde compte près de 300 millions de personnes sous-alimentées, sur 1 milliard à l'échelle de la planète. Souvent, des budgets défaillants ont amené les gouvernements à développer des monocultures intensives destinées à l'exportation. Mais politique agricole et politique alimentaire ne coïncident pas. Et les premiers à souffrir de la faim sont les paysans eux-mêmes. Il y a 800 millions d'Africains. En 2050, il y aura 800 millions d'Africains de plus. Ils seront 1,6 milliard. Alors comment ils vont manger ces gens-là? Il faudrait, si on veut que tous les Africains, le 1,6 milliard d'Africains mangent bien en 2050, il faudrait multiplier par 5 la production. Même si ils sont tous végétariens, si j'ose dire bien obligés, s'ils ne mangent pas de viande, pas de lait, pas d'œufs, il faut quand même multiplier par 3 la production agricole. La course entre l'augmentation de la population et l'augmentation de la production agricole, l'une ne rattrapant jamais l'autre, n'a pas seulement l'Afrique pour théâtre.
À l'autre bout du monde, la Chine, pour d'autres raisons, connaît aussi une situation explosive. C'est là son paradoxe. Son agriculture vaut 20 fois celle de la France. Elle est le plus gros producteur mondial de riz, de blé, de viande, de fruits, de légumes. Mais elle doit nourrir le quart de la planète avec seulement 7% des surfaces agricoles mondiales et moins de 10% de ses ressources en eau. L'autosuffisance alimentaire est loin d'être acquise, en raison notamment des nouveaux besoins qu'a fait naître son essor économique. D'où la formidable pression exercée sur une paysannerie à bout de souffle. L'ouvrier chinois arrive à mettre une aile de poulet dans son riz. Et l'aile de poulet dans le riz de l'ouvrier chinois, c'est un événement planétaire. Parce que pour produire 1 kilo de poulet, il faut 4 kilos de céréales. Donc à partir du moment où on ajoute aux légumes et aux céréales de la viande, du lait ou des œufs, en fait, on augmente considérablement sa ponction sur la planète. Et sa ponction sur tout, sur la terre, sur l'eau, sur l'énergie. Regardez l'eau. Il faut à peu près 1 tonne d'eau pour produire 1 kilo de céréales, quelle que soit la céréale. Hein. Et donc, pour produire 1 kilo de poulet, il faut 4 tonnes d'eau du coup. Pour produire 1 kilo de porc, il faut 6 tonnes d'eau. Pour produire 1 kilo de bœuf, il faut 12 tonnes d'eau. Alors tout ça, c'est de l'eau virtuelle. Enfin, pour que les gens se rendent compte, dans leur assiette tous les jours, il y a 4 tonnes d'eau qui ont été nécessaires pour produire ce qu'on mange. Ça ne pousse pas facilement. Maintenant qu'il ne pleut plus, les cultures ne poussent pas facilement. C'est de plus en plus difficile. Maintenant, les sous-sols sont secs. Avant, seuls les sols étaient ensablés. Maintenant, même les sous-sols sont asséchés. S'il avait plu cette année, le maïs atteindrait cette hauteur. Mais il n'y a toujours pas de grains sur les épis. Ce qui se passe aujourd'hui, en particulier à cause du surpompage que pratique la Chine pour étendre l'irrigation et rester autosuffisante en céréales, c'est l'épuisement des aquifères, notamment sous la plaine de Chine du Nord. Sous la plaine de Chine du Nord, il existe 2 aquifères. L'aquifère dit peu profond, qui est un aquifère qui se renouvelle avec l'eau des pluies, et l'aquifère profond, qui est principalement un aquifère fossile, qui ne se renouvelle pas. Les Chinois ont déjà épuisé presque toute la nappe peu profonde et sont maintenant en train de pomper l'eau de la nappe profonde. Et quand elle sera épuisée, la quantité d'eau disponible en Chine pour l'irrigation va brusquement chuter. Or, quand ça se produira, et nous y sommes presque, la Chine sera obligée de se tourner vers le reste du monde pour importer de grandes quantités de céréales. Aucun jeune ne veut vivre ici. Ils sont tous partis travailler ailleurs. Après leur mariage, ils s'en vont tous. De nos jours, c'est beaucoup mieux de travailler à l'extérieur du village que de cultiver la terre à la maison. Gagner de l'argent pour vivre, c'est bien. Et à l'extérieur, il y a beaucoup d'argent à gagner. Ceux qui restent à la maison ont de quoi manger, mais pas plus. Ils n'ont pas d'argent. Plus tard, j'espère que mes 2 filles auront une vie meilleure. Il faut trouver des solutions, trouver un travail en ville, faire du commerce en ville. C'est toujours mieux que de travailler la terre ici. En Chine, comme en Inde ou en Afrique, c'est la pauvreté des campagnes qui fait briller les villes. 95% de la croissance urbaine dans le monde est le fait des pays en développement, où la dureté de la vie et la crise alimentaire chronique font grossir le flot des migrants vers les lumières des métropoles. Depuis la fin de la révolution culturelle qui avait inversé le mouvement, le taux d'urbanisation de la société chinoise ne cesse de croître. De 18% il y a 30 ans, il est de 43% aujourd'hui. Et sur la même période, c'est l'équivalent de la population de l'Europe qui a pris le chemin de l'exode vers les villes.
Actuellement, la Chine, c'est 800 millions de gens à la campagne, 500 millions en ville. Et ils disent, c'est pas grave. En 20 ans, on échange. On passe à 800 millions en ville, 500 millions à la campagne. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire bouger 300 millions de personnes en 20 ans. 300 millions de personnes en 20 ans, c'est 15 millions de gens chaque année à installer en ville. Mais alors les villes, on les installe où? On les installe à la campagne. Et donc, c'est autant de terre qui est en moins qu'on bétonne, qu'on goudronne, sur lequel on fait des voies ferrées, des routes, des parkings de supermarchés, etc. Ils perdent 1 million d'hectares chaque année.